C'est parfait. Je vais arrêter le partage. OK. Écoutez, bonjour à tous. Cédric Girard. On va commencer par faire un petit tour de table. Donc, je suis le gérant de la société SIOM et je m'occupe également de la partie avant-vente, tant sur la partie cloud d'entreprise, mais également sur toute la partie SI au sens SI au sens large, sur toute la couche système et réseau. Anne-Claire, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc Anne-Claire Hamon. Pour ma part, j'interviens en tant que soutien auprès de Cédric, donc sur toute la partie commerciale et marketing, donc au sein de SIOM, et sur l'ensemble des produits et services que distribue SIOM. Bastien. Alors bonjour à tous, Bastien Bonnemain, société VDCOM, donc chargé d'affaires sur une partie du 85 et une partie du 44, donc spécialisé dans téléphonie fixe, téléphonie mobile, lien internet et réseau. Tanguy. Oui, bonjour à tous, donc Tanguy Morisseau, je suis ingénieur en vente chez VDCOM depuis bientôt 20 ans déjà, et donc j'interviens en accompagnement des commerciaux sur les parties techniques sur les différents projets qui touchent à toutes les offres qu'on peut proposer aujourd'hui à notre catalogue. Voilà. Donc on se rencontre aujourd'hui pour faire une présentation sur les nouveaux enjeux de la partie réseau télécom, car si on fait un petit peu le rétroviseur de ces dernières années, on entrevoit maintenant des nouvelles possibilités, notamment avec l'arrivée des débits plus importants, principalement desservis par la fibre. L'idée, c'est de voir aujourd'hui quels sont les enjeux et les nouvelles attentes qui nous sont soumis à aujourd'hui sur différents appels d'offres, sur différents projets de refonte, et voir pour vous si éventuellement, au travers de questions, alors n'hésitez pas à lancer des questions de manière interactive. Et l'idée est vraiment d'avoir un échange et de pouvoir répondre en live à vos différentes questions. Pour ce faire, vous avez une section chat, mais également une section questions-réponses pour lequel on interviendra tout au long et plus principalement à la fin pour la réponse à la totalité des questions qui nous seront posées. Donc, on va commencer rapidement sur une petite présentation des deux entités. Pour ce faire, je vais laisser la main à mes confrères de chez VDCOM. Merci Cédric. Donc VDCOM, pour commencer, c'est une entreprise qui a été créée en 1992 avec aujourd'hui 65 collaborateurs, plutôt en progression. Avec un chiffre d'affaires stable ces dernières années autour de 7 millions d'euros et un panier client de 3500, différents types d'entreprises. On touche à peu près tous les secteurs, PME, marché public, collectivité, petites entreprises aussi. Aujourd'hui, VDCOM est actif sur 5 départements avec 7 agences, on va y arriver. Donc on a quelques boutiques également grand public, mais c'est pas l'objet ici de l'intervention. Donc on est partenaire, alors pour ceux qui nous connaissent, on est partenaire effectivement de l'opérateur SFR Business depuis 1996, je vais y arriver, 1996. Mais pas que, puisque depuis quelques années, on fait ce qu'on appelle la marque blanche. Donc, on a des partenaires opérateurs télécoms sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour monter nos propres offres, pour simplement répondre à des besoins ou des contextes particuliers pour lesquels le catalogue classique ne répondrait pas. Donc, sur la partie activité, on va avoir trois grandes rubriques. Donc, la téléphonie d'entreprise, donc avec la téléphonie mobile, la téléphonie fixe, évidemment, les communications unifiées, donc qui va être l'objet de l'intervention d'aujourd'hui, le standard téléphonique virtuel, pour la partie téléphonie fixe. Ensuite, la rubrique Internet et réseau. Donc, on détaillera un peu plus en détail tout à l'heure les différents types d'accès Internet. On fait aussi du réseau privé, donc qui est MPLS, la messagerie collaborative. Et puis sur la partie relation client, donc quelque chose qui est pas forcément très connu mais très utile, c'est tout ce qui va être numéros spéciaux, tout ce qui SVI, c'est les standards vocal interactifs
Donc, tout ce qui va être accueil personnalisé avec choix multiples, reconnaissance vocale, avec des codes à rentrer pour accéder à différents services, par exemple. Diffusion multicanal, donc là, c'est plutôt l'inverse. On va les communiquer vers des clients, donc sous forme de SMS, mail, fax, même si c'est évidemment en voie de disparition. Et puis, on a également à notre catalogue des solutions de gestion de centres de contact pour tout ce qui va être appel entrant avec des agents. Donc, en dehors de ça, on a une partie technique avec nos personnes qui sont dans la partie intervention, mise en conformité des câblages réseau. On peut faire également de la partie Wi-Fi. Et donc tout ça pour justement faire en sorte que les solutions qu'on va vendre puissent s'installer et fonctionnent correctement. Voilà pour le tour rapide de cette partie. On est positionné plutôt comme partenaire de proximité. Voilà. Merci Tanguy. Côté Siom, donc société qui a été créée en juin 2013, donc ça fait maintenant 8 ans qu'on existe, mine de rien, le temps passe. On est plus spécialisé, on est principalement spécialisé sur tout ce qui est ce qu'on appelle système et réseau. Donc on va aborder notamment la partie serveur, la partie sauvegarde, la partie réseau, que ce soit WAN ou LAN. Donc WAN sur la partie accès à Internet et comment j'arrive à me connecter à mes sites distants, mais également sur la partie LAN avec une orientation data center. L'idée, encore une fois, c'est de pouvoir gérer toute cette brique, tout ce socle technologique qui aujourd'hui supporte votre système d'information pour faire en sorte de le rendre hautement disponible, allant jusqu'à du 24/24/7/7. Donc, l'idée, encore une fois, c'est de pouvoir couvrir tout ou partie la sécurité de bout en bout de votre système informatique, même dans des situations de mobilité, même sur des centres d'hébergement, même sur du cloud public. On est également plus spécialisé sur tout ce qui est cloud d'entreprise, à savoir avoir une même approche type Microsoft Azure, type Amazon Web Services ou type Google Cloud Platform, mais directement au sein de votre structure, directement avec une technologie Nutanix qui, pour rien vous cacher, correspondent plutôt sur de la PME et surtout ETI et plus si affinité. L'idée, encore une fois, c'est de pouvoir correspondre aujourd'hui n'importe quel type de besoin et de pouvoir répondre à ce type de besoin avec la sécurité qui va avec, parce que malheureusement aujourd'hui, force est de constater que l'actualité montre que les besoins en sécurité sont juste prédominants à l'heure actuelle, quitte à savoir quelle technologie mettre en place pour essayer de se prémunir au mieux de ce type d'attaque. Donc, avant de parler sur les différents types de liens qui nous permettent aujourd'hui d'accéder à Internet, mais également à ces sites distants, on va refaire un petit peu l'état des lieux des usages des réseaux, les usages d'Internet. Et dans les principaux usages qu'on va y retrouver, nominalement, bien évidemment, on va avoir la partie navigation web qui vous permet d'accéder, entre autres, donc, à toute la partie réseaux sociaux, à toute la partie pourquoi pas portail fournisseur, mais également toute la partie communication et marketing qui aujourd'hui sont encore une fois prédominants, notamment sur tout ce qui est image de marque de la société. Pour autant, derrière, sont venus au fur et à mesure de ces 20 dernières années se greffer de nouveaux besoins, notamment la partie mail, qui est arrivée très rapidement, il y a un petit peu plus de 25 ans maintenant, et qui vient dominer tout simplement les échanges entre sociétés. Pour autant, derrière, est venu se greffer également à cela toute la partie outils collaboratifs. Alors, les outils collaboratifs au sens large, ça peut être ceux qui sont hébergés chez vous, mais également ceux qui sont hébergés en dehors de votre structure. On est également spécialisé sur toute la partie Microsoft 365 et leur suite collaborative, donc avec du Teams, avec du SharePoint, avec du OneDrive, avec de l'Exchange pour la partie messagerie et ainsi de suite. Mais également des besoins en téléphonie, puisque donc je laisserai mes confrères en parler, mais toute la partie câblage cuivre va disparaître d'ici quelques années. L'idée maintenant, c'est vraiment de laisser la priorité à la partie téléphonie, mais au travers d'Internet, ou au travers d'un réseau qui est complètement isolé et sécurisé versus l'accès à Internet. Pour autant, derrière, au-delà de la téléphonie, au-delà des outils collaboratifs, les nouveaux usages tendent directement également sur la partie sauvegarde externalisée versus un plan de reprise d'activité. Pourquoi ? Parce qu'on s'en rend compte aujourd'hui, notamment avec la
la recrudescence des ransomware qui malheureusement remplissent trop bien l'actualité que tout le monde connaît. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des jeux de sauvegarde qui sont viables, que l'on peut récupérer notamment en cas de sinistre, mais également en cas de sinistre à cause des ransomware. Et donc derrière, comment on va pouvoir, dans un cas de plan de reprise d'activité, donc dans un cas de sinistre majeur, donc ça peut être de l'incendie, ça peut être des problèmes de climatisation, problèmes d'électricité, tout sinistre vous permettant malheureusement de ne plus accéder à votre système d'information. Donc, oui, de savoir comment on va pouvoir faire repartir le plus rapidement possible le système informatique pour continuer à travailler correctement. Et depuis le début de l'année dernière, tout le monde admettra maintenant que le travail fait aussi partie des enjeux qui sont desservis aujourd'hui, notamment par rapport à l'accès à Internet. Donc, à savoir comment de chez vous, comment depuis un site distant, comment depuis un hôtel, vous arrivez à vous connecter à votre entreprise pour continuer à travailler dans de bonnes conditions. Donc, pour ce faire, aujourd'hui, on a différents types de liens qui vont nous permettre de pouvoir y arriver. Et je vais laisser la main à mes confrères de chez Vélécom pour vous expliquer les différents types de liens qui vous sont mis à disposition. Merci Cédric. Alors, donc on va commencer par sans doute la plus ancienne technologie, donc l'ADSL, VDSL. Enfin, c'est pas la plus ancienne, hein, mais en tout cas la plus connue pour bon nombre d'entre nous. Donc ce type de lien, donc c'est évidemment basé sur du cuivre. Effectivement, avec ce petit schéma pour illustrer comment on arrive à utiliser Internet au travers d'une connexion ADSL. Donc, on est sur du cuivre avec du format mutualisé, sans débit garanti. Le VDSL qui est apparu plus récemment donc, permet, sous réserve d'être proche d'un DSLAM, donc c'est-à-dire à moins de 1000 mètres, d'avoir un ADSL multiplié par 3 environ. Cette technologie, en tout cas, repose sur le fait qu'il n'y ait pas d'engagement de performance. Et donc, je vous ai mis une petite moyenne donc des valeurs donc, caractéristiques de ces liens, donc à savoir un débit maxi 90 mégabits en VDSL versus 20 en ADSL, et donc un débit montant x 30 donc, par rapport à l'ADSL, avec des temps de latence. Donc ça, c'est important. On pourrait revenir un peu plus tard sur les différents usages, donc qui va situer en moyenne entre 30 et 80 millisecondes. Le schéma en fait qui vous illustre un petit peu le raccordement jusqu'à l'entreprise, donc va mettre en évidence notamment les longueurs de cuivre, donc qui va poser problème pour générer en fait de l'atténuation et donc des débits plutôt faibles, et également tout ce qui va être fragilité sur le support, donc au travers le vieillissement par exemple, mais également, donc là c'est pas représenté sur le schéma, mais tout ce qui va être en fait acheminement au travers par exemple de poteaux, puisqu'on a encore beaucoup de câblage malgré les derniers efforts, hein, mais beaucoup de câblage qui est encore en aérien, donc soumis aux intempéries et donc susceptible de générer des problématiques. Voilà pour ce premier type de lien. Technologie qui est amenée à disparaître. Tout à fait. Donc après le SDSL, donc lui est basé sur toujours du cuivre. À la différence du précédent, donc on va être sur un lien dédié donc pour l'entreprise qui souscrit, avec un débit garanti et symétrique, donc à l'inverse de l'ADSL où on est effectivement en débit asymétrique et non garanti. Cette fois, en fait, on va avoir des offres avec des engagements de performance, donc sur les temps de réponse, sur donc ce qu'on va appeler la garantie du temps de rétablissement, donc généralement de 4 heures. Ensuite, sur cette techno-là, on va un peu plus récemment, effectivement, on a eu la techno qui s'appelle EFM. Donc, un petit peu pour faire le parallèle du VDSL, hein, donc c'est possible dans un peu plus que les 1000 premiers mètres, parce qu'on va parler en miles, mais on n'est pas loin. Et globalement, on va avoir à peu près 20% de performance en plus entre un lien de type EFM et SDSL. On ne fait plus trop la différence maintenant, puisque dès que le site est éligible, on déploie en EFM pour les déploiements que nous faisons encore. Donc, ce qui garantit de meilleures performances. Donc, effectivement, on va avoir un débit un peu plus performant sur le FM, avec un temps de latence qui sera un petit peu moindre. Donc, on est mieux en temps de latence par rapport à de l'ADSL ou du VDSL. Et aujourd'hui, donc comme le disait Bastien, effectivement, on observe malheureusement pour certains un affaiblissement assez important sur le rendu à cause du vieillissement du cuivre, d'une part,
Et puis, un investissement, donc ce qui va donner en fait un investissement assez massif sur les différents opérateurs pour la fibre, pour justement remplacer ce support obsolète aujourd'hui, mais qui rend encore de nombreux services malgré tout. Et effectivement, on a commencé en fait l'épisode de la fin du RTC, donc la fameuse ligne analogique, sur lequel maintenant on est amené à proposer des offres de substitution. Donc, on a tout un catalogue de solutions qui sont labellisées opérateurs, validées même par l'ARCEP, puisqu'on est amené à proposer ce genre de solutions, par exemple, pour des établissements recevant du public. Et là, il y a certaines normes à respecter par rapport à toute la partie sécurité. On fait également, en fait, on est soumis régulièrement à des problématiques de saturation de cuivre, puisque quand toutes les paires de cuivre sont utilisées chez un client pour je dirais, donner vie aux différents services, que ce soit la partie téléphonie, fax, les différentes solutions Internet ou VPN. Donc aujourd'hui, en fait, on a des problèmes en fait, on ne peut plus déployer de nouveaux services sur des paires de cuivre puisqu'on n'en a plus disponible. Et donc, soit il faut faire le tri dans ces services, ou soit il faut faire appel à d'autres technologies. Donc, on va voir un petit peu plus loin. Tanguy, oui. On a une remarque qui nous dit que le SDSL est beaucoup plus cher. Tu peux peut-être nous donner 2-3 explications de savoir pourquoi on a une telle différence de prix entre un DSL et un SDSL. Tout à fait. Alors, en fait, entre les deux, on va avoir déjà de la garantie sur un service SDSL qu'on n'aura pas en ADSL. Donc, tout ce qui va être ADSL, effectivement, c'est un petit peu de l'offre grand public, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est du système best effort. Donc, quand ça marche, c'est bien. Quand ça marche pas, les opérateurs n'ont pas d'engagement par rapport à ça. Il n'y a pas de garantie de temps de rétablissement, par exemple, s'il y a une coupure. Si le débit il est à 1 méga au lieu d'être à 20 mégas, voilà, on va dire tant pis parce que c'est utilisé sans doute par d'autres sociétés qui sont proches de raccordement. Mais comme il n'y a pas d'engagement, effectivement, c'est quelque chose qui est très bas en termes de coût versus du SDSL où là, les opérateurs ont des engagements, comme je disais, sur la partie débit qu'ils doivent assurer 100% du temps et également temps de rétablissement justement en cas de coupure. Voilà un petit peu ce qui explique les différences. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une solution qui tend à disparaître au profit de la fibre plutôt dédiée. Donc, c'est un petit peu ce qu'on va voir juste après. Mais comme il y a encore malheureusement quelques sites entreprises encore un petit peu qui ne sont pas éligibles à la fibre dédiée ou alors à des prix qui sont très prohibitifs, cette solution SDSL peut encore être intéressante à utiliser dans certains cas. Ce serait peut-être intéressant de lancer un petit sondage là, parmi les participants sur quel type de lien Internet vous avez aujourd'hui. Je vais lancer le petit sondage qui va bien. Est-ce que chacun peut y répondre, histoire de voir un petit peu où est-ce que vous en êtes aujourd'hui en termes d'accès à Internet? Merci, Cédric. Je vous laisse répondre pour tout le monde, pour tous ceux qui sont inscrits sur Zoom, pardon. Au petit sondage qui va bien. Ça commence à se remplir. Hop, comme ça, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc, on en a quelques-uns qui ont de la fibre dédiée. Oula, ça commence à grimper, on se croit au tiercé. C'est vrai qu'aujourd'hui, entre la FTTH et la fibre dédiée, généralement, elles sont couvertes par les mêmes plaques. C'est ça, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui? Pas tout à fait. Il y a une tendance, effectivement, dans ce sens-là sur les nouveaux déploiements, mais on a encore beaucoup de zones qui sont uniquement accessibles encore en fibre dédiée. Mais il y a beaucoup d'investissements et de travaux qui vont dans ce sens-là, en tout cas. Donc déjà, ce qu'on peut ressortir, c'est que apparemment tous les participants aujourd'hui sont satisfaits de leur lien Internet ou presque, tant mieux. Et donc pour ceux qui ont répondu aux autres questions, on voit que ça commence à grimper. Donc on a quand même pas mal d'accès à DSL ou VDSL aujourd'hui, quelques liens SDSL, mais on a quand même majoritairement de la fibre. C'est vrai qu'aujourd'hui, certains n'ont pas encore la chance d'être desservis en fibre. Et ça commence à être problématique parce que de plus en plus d'entreprises aujourd'hui ont besoin de communiquer, de partager. Et on attend pied ferme la fibre. Ouais. Ok.
Donc là, statistiquement parlant, on en a autant qui ont de la 4G que de la SDSL ou de la FTTH. Très bien. OK. Merci pour ce petit sondage. On va pouvoir enquiller sur la suite des types de liens. Hop, je me permets de revenir dessus. Et donc, du coup, pour en arriver à la fibre. C'est ça. Donc, la fibre, on va commencer par la fibre mutualisée, donc ce qui est communément appelé la FTTH, un petit peu moins la FTTLA. Donc, la FTTLA, c'est la fibre qui se termine en câble coaxial, hein, qui a donné lieu à quelques débats il y a quelques années. Mais en tout cas, ce n'est pas le même support que sur les ADSL et VDSL à la base. Donc, on est sur de la fibre optique mutualisée, donc pour faire le parallèle avec la DSL. Donc, généralement, ce que je vais revenir après, on n'a pas de débit garanti, on a du débit maximum comme sur la DSL, non symétrique, et donc également, on n'a pas d'engagement de performance. En tout cas, le support fibre, ce qu'on peut en dire, c'est qu'il est beaucoup plus fiable effectivement que le PIF, puisqu'il n'y a pas de problématique d'atténuation, de vieillissement. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problématique, mais en tout cas, on est déjà sur une base plus saine, donc ce qui est toujours rassurant, avec des débits qui sont sans commune mesure beaucoup plus élevés. Hein. Je vous ai fait un petit tableau. Donc aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 2 gigas. Voilà, c'est du débit maximum, hein, non garanti, en descendant, hein, et 500 mégas en montant. Donc c'est déjà très intéressant selon les usages qu'on a à faire aujourd'hui en entreprise. Ce que j'allais dire aussi, c'est qu'on peut entendre aussi parler des termes de FTTB, Fiber to the Building. Donc, c'est à peu près les mêmes technos que la FTTLA, donc c'est-à-dire la fibre qui se termine en coaxial, mais sauf que l'équipement va se trouver aujourd'hui plutôt dans des immeubles, alors que la FTTLA va se trouver plutôt dans les armoires extérieures. Donc, le petit schéma illustre effectivement qu'on a d'abord un lien nominal qui ensuite, sur un point de mutualisation, comme son nom l'indique, va permettre de dégrouper et de diviser le débit et les connexions sur différents abonnés au travers du point de branchement optique jusqu'à arriver au raccordement final. Donc, les temps de latence ont diminué par rapport à la DSL et VDSL, donc ça, on peut l'observer, ce qui va pouvoir donner lieu à des usages, notamment par exemple pour tout ce qui va être téléphonie IP, ou en fait visioconférence, y compris par exemple pour suivre des webinaires. Ça, c'est une solution intéressante. Voilà ce qu'on peut dire sur la fibre mutualisée. Ensuite, voilà, la fibre dédiée. Donc cette fois, un petit peu comme on en a parlé pour le SDSL. Donc là, on est sur la fibre évidemment pour les entreprises. On va parler de différents types de fibres. Il y a FTTO, FTTE. Alors là, c'est pareil. Bon, la FTTO, on est sur la fibre dédiée, donc qui est la fibre Fiber to the Office, donc la fibre pour donc les bureaux. Alors, je vous ai mis un petit schéma. Donc là, c'est issu de l'opérateur Vendée Numérique. Donc en fait, c'est Vendée Numérique qui a utilisé cette appellation FTTE, alors qui peut prêter à confusion, puisque là, selon Vendée Numérique, on est sur une fibre qui va être entre guillemets dédiée à une entreprise au travers le fait qu'on va avoir de l'engagement, alors qu'en FTTH on n'en a pas. On va avoir du débit garanti et symétrique, alors qu'en FTTH on n'en a pas. Et pour autant, certains opérateurs vont parler de FTTE lorsqu'ils vont plutôt évoquer de la FTTH avec un débit minimum garanti. Donc, on serait sur une fibre type plutôt mutualisée, type grand public, avec un minimum garanti. Donc, c'est un petit peu un mélange entre FTTH et FTTO. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la FTTO, effectivement, on le voit à travers de ce différence de schéma, on n'a pas d'intermédiaire. Donc, c'est un lien dédié qui va donc des nœuds de raccordement optique jusqu'aux clients finaux. On est vraiment sur quelque chose de spécifique par client. Il n'y a pas de partage, très peu de partage d'équipement. Ça passe pas par différents intermédiaires, donc qui peuvent également être générateurs de panne. Hein, tout simplement, on peut rajouter d'équipements, puis on a un risque de panne. Même si les équipements sont utiles, ils ont chacun leur rôle, bien évidemment. Donc, en tout cas, on va voir sur ces fibres dédiées à chaque fois de la GTR, donc de 4 heures, de l'engagement de performance également. On va être sur des débits donc pouvant aller jusqu'à 1 giga donc en symétrique, voire
Selon les opérateurs, selon où on est situé, on peut aller jusqu'à 10 gigas, donc il faut encore en avoir le besoin, mais certains organismes de diffusion de contenu vidéo peuvent en avoir effectivement besoin. On est sur des temps de latence assez réduits, hein, donc on voit qu'on est également sur de 10 à 30 millisecondes. Voilà. En tout cas, ce qu'il va falloir retenir, en fait, c'est que par rapport à ces différents types de fibres, entre l'appellation qui peut changer, ce qu'il faut regarder quand on va étudier neuf, c'est évidemment quel service est proposé. Quelle est la garantie, donc la fameuse GTR, voilà, quelles sont les performances, quelles sont les possibilités également en termes de capacité, puisqu'aujourd'hui on peut souscrire pour 10 mégas garantie, mais on peut avoir besoin de passer rapidement à 50 ou 100, donc selon les projets et selon l'externalisation qu'on pourra faire de ces applications par exemple. Donc il ne faut pas forcément s'engager sur quelque chose sans savoir quelles sont les possibilités derrière, sachant que c'est quelque chose qui évolue effectivement assez vite. Mais en tout cas, c'est plus facile d'évoluer sur le support fibre que sur du cuivre. On a beaucoup moins de limites. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, on va passer sur la technologie mobile. Alors, je vous ai fait grâce du 2G, ce qui commence à dater un peu. Donc, certains vont peut-être avoir des petits sourires lorsqu'ils vont voir cette première image. Ça va rappeler l'usage de certains ports qu'on avait sur les PC portables il y a quelques années, qui a disparu depuis. Donc, effectivement, le réseau mobile 3G, 4G et aujourd'hui 5G, encore un petit peu frais, mais qui va venir progressivement s'installer. Donc, on est basé sur les ondes, effectivement. On est sur des débits non garantis et asymétriques, sur lesquels on n'a pas d'engagement de performance. Et donc, on va avoir, donc en termes de débit, donc je vous ai montré un petit peu les évolutions. Alors, il y a eu 3G, 3G+, 4G, 4G+, donc la 5G, on n'est pas encore, on est encore qu'au début, donc on ne parle pas de 5G+, tout de suite. Déjà, quand on en aura pour tout le monde, ça sera bien. Déjà, une 4G qui fonctionne bien, ça rend pas mal de services. Donc, on est sur effectivement des débits montants au-delà enfin, on va sur 40 mégas donc en 4G. Un débit descendant 150 mégas, donc qui peut aller même un peu plus sur certains endroits, en 4G+. Un temps de latence qui diminue aussi également de façon intéressante. Donc ça, c'est intéressant puisqu'on va en parler tout à l'heure lorsqu'on va pouvoir évoquer le fait de pouvoir mutualiser ou agréger différents liens. On va pouvoir, en fait, je dirais, permettre de faire des usages sur du mobile, là où les technos de raccordement fixe peuvent de temps en temps être soumis également à quelques perturbations. On peut avoir quelques cas et il faut prévoir les secours ou les plans B. Donc, à noter en fait qu'on a aujourd'hui certains opérateurs qui proposent des forfaits vrais et limités, donc sans ce qu'on appelle sans fair use, donc qui vont, en fait, on ne va pas se soucier de ce qu'on consomme, on n'aura pas de passage en débit réduit. Donc ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui est disponible. Au même titre que des adresses IP fixes. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être indispensable lorsqu'on veut remplacer une techno fixe par une techno mobile, même si la techno mobile peut être, entre guillemets, fixe, donc attachée à un site, par exemple, pour faire du backup également. Et sans oublier, parmi nos services, on peut proposer des antennes déportées, puisque généralement, les baies ne sont pas forcément près des fenêtres. Donc, ce qui fait que plus on s'éloigne des fenêtres, plus on va être victime de réception mobile dégradée. Et aujourd'hui, avec les bâtiments donc, qui sont BBC et autres, tout le monde a déjà rencontré cette problématique, donc de capter le réseau mobile dans le bâtiment. Et donc, on va pouvoir contourner le problème en déportant des antennes, donc soit dans des sites, enfin dans des endroits qui captent mieux, ou alors directement à l'extérieur d'un site. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Et on pourra remarquer également sur la dernière image qui a été ajoutée, aujourd'hui, certains routeurs 4G ressemblent plus à des box, puisqu'ils sont vraiment prévus pour être mis au niveau des baies informatiques. Donc, sans vouloir empiéter sur les parties qui vont suivre, donc les technologies donc, ont été présentées jusque-là, je dirais pour faire un petit peu une synthèse. Alors, il y a quelque chose, effectivement, je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais c'est pour pas trop envoyer de chiffres et de différents critères sur les caractéristiques des liens. Donc, on a ce qu'on appelle également la gig. Donc, la gig, c'est la variation du temps de latence. Donc, en gros, ça va représenter un petit peu la stabilité d'un lien.
Et ce critère-là, en fait, va être assez prépondérant selon certains usages qu'on pourra vouloir y faire, comme par exemple de la téléphonie. On y revient encore. On n'a pas parlé de Wi-Fi, puisque c'est pas une techno de raccordement en soi, mais c'est un moyen de se raccorder en fait sur des liens effectivement Internet. On n'a pas parlé de COS, donc pour garantir certaines débits pour différents usages. Donc également, ça c'est important, puisque ça va permettre de savoir comment on utilise ces liens derrière. Sachant que les tendances, effectivement, ça va être de mutualiser, d'utiliser plusieurs liens pour secourir ou pour faire plusieurs usages en même temps, pour éviter les pannes, puisque les questions qui vont être effectivement à se poser, c'est quel est l'impact en cas de coupure d'Internet chez nous, quels services sont embêtés, est-ce que c'est le marketing, est-ce que c'est la production, quelles sont les conséquences financières également, s'il y a des problématiques de débit ralenti ou de coupure franche. Donc, c'est toutes ces questions en fait qu'il faut s'être posé et de façon à réfléchir sur quel lien en fait je vais pouvoir utiliser, souscrire de façon à sécuriser un minimum l'entreprise et les différents usages que je dois faire de l'Internet. Alors, pour revenir sur la 4G, Tanguy, j'insiste sur le point que la 4G peut être un très très bon secours, hein, parce qu'on a de nombreuses entreprises qui ont par exemple une fibre devant et puis derrière un ADSL de secours. Le problème de ces solutions-là, c'est que ça reste du filaire. Donc le jour où il y a une coupure des fourreaux, si vous n'avez plus de fibre, vous n'avez plus d'ADSL non plus. Tandis que la 4G, ça reste du réseau hertzien. Quand on a un ADSL ou une fibre qui coupe, eh bien, au niveau de la 4G, on conservera notre connexion. Tout à fait, Bastien. C'est un bon moyen de se secourir d'autres technologies filaires. On va en reparler juste après, notamment sur la partie SD-WAN. Ce qui est intéressant également à souligner, c'est qu'en termes de possibilités, le fait de pouvoir avoir des IP fixes, notamment sur la 4G, qui est le principal lien de backup, notamment par rapport à la fibre, donc à savoir un lien de secours ou un lien qui vient être agrégé avec votre lien fibre optique, pour pouvoir assurer la pérennité de l'accès à Internet, mais également le fait de pouvoir se connecter en VPN directement dans votre structure, avec notamment la possibilité d'avoir une IP fixe sur la partie 4G également. Et là, c'est vraiment là où c'est intéressant, parce qu'on est capable en fait, de renommer les accès, on le verra plus particulièrement sur cette partie WAN, mais si votre lien fibre tombe en panne, vous serez capable, sans configuration de vos clients, de pouvoir vous connecter sur la partie 4G, et ce de manière automatique. Donc, on va enchaîner sur la partie sécurité de ces fameux accès à Internet. Alors, aujourd'hui, en termes de sécurité, il y a énormément d'acteurs qui existent aujourd'hui. Je vous ai ressorti le Magic Quadrant qui date de novembre 2020, donc il y a un petit peu plus de 6 mois maintenant, qui positionne en fait les différents acteurs pour tout ce qui est pare-feu réseau et donc pare-feu des accès à Internet. Aujourd'hui, nous, on est spécialisé sur la partie Fortinet. Pourquoi? Parce que principalement en termes de qualité-prix, en termes de sécurité, c'est à notre sens les leaders sur le marché. C'est pour ça que vous allez pouvoir les retrouver sur bon nombre d'opérateurs et ce de manière native. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, sachez que Siam est spécialisé sur cette fameuse partie Fortinet. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en termes de type de protection, mais également en termes de filtrage, il y a énormément de possibilités et énormément d'usages. Je prends l'exemple d'un client qui aujourd'hui veut fédérer et gérer ses accès à Internet, qui a une fibre 20 mégas, mais qui pour autant, par moment, se retrouve complètement saturé sur une somme de trafic web qu'il a du mal à légiférer. Là où justement ce type de boîtier va vous permettre en fait, d'identifier le trafic source, mais également le trafic en destination pour essayer de catégoriser en fait, ces flux. L'idée tout simplement, c'est de faire en sorte que ces flux soient priorisés principalement pour le business, principalement pour la valeur ajoutée qui est propre à l'entreprise. Typiquement, regarder un match de foot pendant ses heures de travail pendant la Coupe du Monde, ce n'est pas forcément à valeur ajoutée pour l'entreprise. L'idée, encore une fois, c'est de se dire, voilà, on est capable aujourd'hui de prioriser tel ou tel service d'accès à Internet, telle ou telle application, pour être sûr que derrière, le business de l'entreprise ne s'en retrouve pas à moins. Très rapidement là-dessus, en termes de type de protection et de type de filtrage, on a plusieurs axes. Le premier, c'est la partie filtrage web dont on vient de parler. On est capable aujourd'hui de dire et de catégoriser avec des bibliothèques de sites qui sont déjà préétablies par Fortinet, le fait de dire, voilà, je ne veux pas aujourd'hui que mon accès à Internet serve
servent pour tout ce qui est accès à des sites d'armes à feu, des sites de drogue, des sites pédopornographiques, etc., etc. On est également capable d'aller un petit peu plus loin en faisant également ce qu'on appelle de la détection d'intrusion. Pour autant, il faut que l'appliance et donc le boîtier pare-feu soit équipé de ce service-là. Et ça va vous permettre aujourd'hui de vérifier que vous n'avez pas de trafic malicieux, potentiellement avec du trafic qui irait aux États-Unis, au Bangladesh, au Zimbabwe, là où vous savez que vos principaux partenaires ou services d'accès Internet sont principalement français. Également, cette partie pare-feu qui permet de gérer des flux, certes sortants, mais également de pouvoir bloquer par défaut tout le trafic entrant. Il est aujourd'hui difficile de savoir combien de transactions sont bloquées, que ce soit par votre box chez vous à votre domicile, mais également au sein de l'entreprise, puisqu'on est attaqué en permanence. Il faut savoir qu'aujourd'hui, chaque box a minimum une adresse IP qui est joignable de l'extérieur. Et si vous n'avez pas ce fameux boîtier pare-feu, potentiellement, vous pouvez avoir des failles de sécurité qui ne sont pas comblées par un éditeur compétent en la matière. De la même manière, on est capable de restreindre les accès par ce qu'on appelle des contrôles applicatifs. On est capable d'autoriser du OneDrive, on est capable d'autoriser du Dropbox, mais pouvoir, par exemple, bloquer tout ce qui est Gmail, parce qu'on sait que d'un point de vue business aujourd'hui, l'entreprise ne travaille pas en interne avec la messagerie Gmail. Donc l'idée, encore une fois, c'est de limiter la surface d'exposition à l'exfiltration de données, donc on pourra en reparler un petit peu plus après si vous le souhaitez. Également, toute cette partie antivirus et anti-spam qui sont intimement liées, dans le sens où on va pouvoir en fait vérifier le contenu de vos mails, vérifier également qu'il n'y a pas de pièces jointes infectieuses, mais également que les liens qui sont contenus dans vos mails ne sont pas malicieux. C'est là où il faut pouvoir compter en fait sur un éditeur qui est spécialisé sur cette partie sécurité. Et qui dit spécialisation sur cette partie sécurité dit besoin de l'évaluer en permanence. Et donc là-dessus, aujourd'hui, les produits de chez Fortinet, donc principalement les routeurs FortiGate, vont vous permettre en fait d'évaluer aujourd'hui votre niveau de sécurité par rapport aux différentes fonctionnalités qui sont activées sur votre routeur firewall. L'idée, encore une fois, c'est de ne pas se transformer en expert de la sécurité, mais de se poser la question si effectivement, par rapport à l'actualité, par rapport aux bases de connaissances qui sont alimentées en permanence par l'éditeur, vous avez un niveau de sécurité qui est minimum ou conforme à vos premières attentes. Donc là encore, on est là pour vous aiguiller, pour vous épauler sur la mise en place de ces stratégies de sécurité. Et sachez que l'évaluation du risque est aujourd'hui quelque chose qui est primordial et qui est mis en avant notamment avec toute la partie Fortinet. On a parlé tout à l'heure de cette fameuse partie SD-WAN. Alors, SD-WAN, c'est un grand mot aujourd'hui, un petit peu comme le cloud. On sait que c'est nuageux, on sait que c'est nébuleux, mais qu'est-ce qu'il y a réellement derrière? Le fameux SD-WAN aujourd'hui dont on parle, c'est tout simplement le software defined, à savoir, je gère mon accès à Internet d'une manière logicielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque vous avez votre réseau chez vous, composé de serveurs, de PC, d'imprimantes, de machines dans les usines, etc. Vous avez ce boîtier firewall FortiGate qui va venir gérer et fédérer votre accès à Internet. L'idée, tout simplement, c'est de pouvoir agréger différents types d'opérateurs sur ce lien. Donc, on peut très bien avoir de l'SFR, du Bouygues Télécom, de l'Orange et bien d'autres, mais également différents types de liens. On peut très bien mixer de la DSL, du SDSL, de la fibre, de la 4G, de la 5G, peu importe. L'idée, tout simplement, c'est de confier en fait à ce boîtier la redondance de vos services d'accès Internet, tant en sortant et donc le filtrage qui va avec, mais également en entrant pour tout ce qui est, par exemple, connexion VPN et donc la redondance du service, mais pourquoi pas aussi des échanges avec des éditeurs tiers pour des échanges électroniques d'informations sur la partie facturation, sur la partie stock, etc. etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir de la redondance au niveau des accès Internet, mais également de pouvoir en gérer leur flux. Si vous souhaitez, par exemple, prioriser la partie télétravail, la partie téléphonie fixe sur la fibre, dont nous a expliqué Tanguy tout à l'heure, du fait qu'il y ait une meilleure latence, donc on a une meilleure réactivité, donc une meilleure qualité de service. Et pourquoi pas réorienter la partie mail et autres nominalement sur la partie 4G. L'idée, c'est que l'un peut être le backup de l'autre. Ce qui est intéressant également aujourd'hui sur cette partie SD-WAN, c'est que peu importe en fait le type de lien,
on arrive à détecter si effectivement il tombe en panne et basculer automatiquement sur les liens restants pour continuer à avoir ce service qui est disponible quasiment 100% du temps pour aujourd'hui le business de votre entreprise. Donc, encore une fois, ce qu'on va voir de plus en plus, c'est de la priorisation du lien. Tout à l'heure, Tanguy parlait de la COS, donc cette fameuse qualité de service. On va pouvoir approcher et prioriser notamment tout ce qui est télétravail. Donc, vous pouvez entendre des mots comme terminal serveur, RDP, RDS ou autres. L'idée, c'est tous ces services qui consomment et qui nécessitent de la réactivité, on va pouvoir les prioriser sur les liens qui en apportent le plus. Du coup, deux poids, deux mesures. Si toutefois ce fameux lien venait à tomber, donc Bastien nous disait tout à l'heure que principalement on retrouve énormément de fibres optiques de manière nominale, mais également de la 4G pour la partie redondance. Pourquoi? Parce que la 4G n'est pas soumise à des coups de pelleteuse dans les tranchées, et ainsi de suite. L'idée, c'est vraiment d'avoir une redondance sur différentes technologies de liens qui vont pouvoir vous apporter cette fameuse qualité de service pour le business de votre entreprise. Et donc, pour ce faire, cette fameuse partie SD-WAN gère cette partie connexion VPN, gère cette partie terminal serveur, et gère également toute cette partie téléphonie qui aujourd'hui s'oriente de plus en plus sur les types de liens fibres. Vous allez pouvoir en fait mixer à la fois de l'accès Internet, mais également de la téléphonie avec la priorisation dont on vient de parler. Donc, sans transition, je vous laisse la main, messieurs de chez Vélécom, sur la téléphonie. Juste en complément, Cédric, je voulais ajouter par rapport à ton schéma et que le SD-WAN donc peut s'appliquer sur n'importe quel lien existant, donc déjà en place, et peut permettre en fait de progressivement en fait de préparer soit le déploiement d'un futur lien, donc un lien de secours au 4G par exemple, ou future fibre mutualisée qui pourrait donc venir épauler un lien nominal, mais également ça s'applique sur du MPLS. Donc, des clients qui sont uniquement avec des liens MPLS, donc un VPN opérateur, ça peut être une solution en fait de faire un backup ou un partage de charge en mettant un boîtier SD-WAN et derrière un accès Internet. Donc, histoire d'avoir effectivement soit un deuxième opérateur ou un deuxième type d'accès, mais on peut l'appliquer également du MPLS opérateur. Voilà ce que je voulais rajouter. Du coup, je vous laisse enquiller sur la partie téléphonie. Alors, sur la partie téléphonie fixe et puis téléphonie mobile, eh bien, on connaît tous le téléphone portable d'un côté et puis le standard téléphonique avec de nombreux postes de l'autre côté sur lequel on a connu ça dans toutes nos entreprises. Aujourd'hui, le but étant au niveau de la téléphonie de vous apporter de la flexibilité et de vous apporter de la convergence. Donc, de la convergence dans les outils, donc sur la partie téléphonie mobile et sur la partie téléphonie fixe, mais également de la convergence de site à site. Où là, sur cette partie-là, on va pouvoir téléphoner ou passer une communication à un collègue qui est sur un site distant à 500 km, comme s'il était dans le bureau d'à côté. Je te laisse faire défiler, Cédric. Excuse-moi. Ou pas. Voilà. Donc, vous apportez des outils qui soient vraiment flexibles. Comme vous le voyez sur le petit schéma, on va pouvoir, au sein d'une même solution, avoir des postes téléphoniques classiques qu'on a sur notre droite. On va pouvoir également ajouter, on en a parlé tout à l'heure, de l'accueil vocal interactif. Pour certaines sociétés, c'est quelque chose qui peut décharger la personne qui est à l'accueil au standard en mettant du tapé 1, tapé 2, tapé 3. On va pouvoir également avoir une facture unique. J'ai 10 sites, j'ai 200 lignes téléphoniques. Je peux avoir une seule facture. C'est vrai qu'on n'en parle jamais, mais sur la partie facturation, on a de nombreux clients sur la partie opérateur qui vont se retrouver avec 10 factures parce qu'il y a 10 sites et souvent des factures imbuvables. On va avoir une gestion de l'interface. Donc ça, c'est pareil. Aujourd'hui, sur la partie téléphonie, on fonctionne de deux façons différentes. Soit vous avez les clés du camion et puis dans ces cas-là, vous pouvez être autonome sur votre partie téléphonie, modifier un renvoi vous-même, modifier une touche sur un poste ou un groupement d'appels, ou alors faire confiance à votre prestataire, comme par exemple Vélécom, pour gérer cette partie-là à votre place. Et dans ces cas-là,
on vous apporte un support à tout mail ou toute demande. On fait les choses à votre place. Est-ce qu'il ne serait pas opportun, Bastien, de lancer le petit sondage sur cette partie téléphonie? Oui, effectivement. Les participants nous expliquent un petit peu aujourd'hui comment ils travaillent. Donc, je vous laisse à tous remplir aux membres ou plutôt aux participants de cette session Zoom. Alors pour le Centrex, ça va être une solution tout en un, hein, où vous avez abonnement matériel communication. Et puis pour le nom barbare IPBX et puis PABX, pour certains, ça sera une grosse boîte, un boîtier qu'on appelle également Autocom, qui va être la pieuvre de nombreux postes téléphoniques au sein d'une entreprise. Okay. Donc ça se remplit tout doucement. C'est vrai qu'en plus, il y a différents modes d'acquisition aujourd'hui en fonction des opérateurs, mais c'est vrai qu'il y a la partie location ou la partie achat qui diffère selon les offres de service à laquelle a été souscrit on va dire l'abonnement sur ce service de téléphone. Alors, effectivement, on a un sujet de conversation là-dessus où dans le temps, forcément, on a acheté son matériel, mais il y a 20 ans, il n'y avait pas d'évolution. Aujourd'hui, on a tellement d'évolution et ça va tellement vite que des solutions tout en une, des fois, permettent une flexibilité avec quelqu'un qui va vouloir, au départ d'un projet, avoir un poste fixe et 2 ans après, va vouloir passer sur une application de softphonie sur son PC portable parce que c'est quelqu'un qui va être amené à bouger ou faire du télétravail comme c'est la mode en ce moment. Okay. Voilà, on a 8 personnes qui ont répondu. Donc là, on voit quand même principalement aujourd'hui le fait qu'il y a quand même pas mal de convergence entre les sites, donc il y a quand même une mutualisation des accès téléphone et notamment sur le fait de pouvoir communiquer peut-être plus facilement d'un point de vue téléphonie entre les sites. Ok. Quelque chose de très important également, puisque si on ne sait pas si son collaborateur sur un site secondaire est en ligne, on perd du temps avec le client. Tandis que si on peut voir via une supervision que son collègue n'est pas disponible, on peut tout de suite répondre au client. Très bien. Du coup, derrière, plusieurs questions reviennent sur la partie téléphonie. Si je suis un petit peu le reste, Centrex ou IPBX en local? Alors, sur certaines personnes qui nous suivent, il va y avoir 2 écoles différentes. Puisque l'IPBX, donc le gros boîtier, l'Autocom, qui va être installé sur place, chez soi, ça peut en rassurer certains, puisque le matériel est chez soi. Donc, on a l'impression, tout du moins, de moins tomber en panne en ayant le matériel chez soi. Par contre, moins de flexibilité. Pourquoi? Parce qu'il va se gérer en local. Le Centrex, donc comme je l'expliquais tout à l'heure, on va être sur une solution tout en une, avec abonnement matériel communication, où là, toute la gestion peut se faire à distance. C'est-à-dire que depuis n'importe quel PC, je suis capable de modifier ma configuration. En cas de panne sur un site, parce que certains IPBX aujourd'hui peuvent distribuer plusieurs sites via un réseau dont tu parlais tout à l'heure, un réseau VPN. Le Centrex, si j'ai un site qui est coupé d'Internet, mes autres sites continuent d'avoir de la téléphonie et sur le site en question, je peux faire très vite un renvoi d'appel vers un mobile ou autre. Ce qui nous amène à ta deuxième question, Cédric, le guide de la sécurité. Donc, l'IPBX est en local, forcément. Donc, il y a 2 choses à prendre en compte. La première, ça va être la vétusté du matériel, où il va falloir entretenir les cartes et puis rajouter ou mettre le matériel à jour tout au long de sa durée de vie. Et puis le deuxième point qui est important, c'est la sécurité.
où aujourd'hui, comme vous le savez tous, on a de plus en plus de piratage. Ça existe sur la partie informatique, mais ça existe également sur la partie téléphonie, où un IPv6, on va devoir tous les ans acheter une mise à jour de son équipement, tandis que la partie Centrex, généralement, est gérée par l'opérateur, donc mise à jour de façon transparente et sans surcoût. Ce qui peut être aujourd'hui, ce qui n'est pas négligeable du tout, et surtout ce qui permet d'avoir un budget et de pouvoir budgétiser du mois de janvier au mois de décembre sans avoir de surprise. Okay. Donc, qui dit coût dit également qu'est-ce que cela donne au niveau des postes fixes. Alors, au niveau des postes de la téléphonie fixe, on a vraiment le choix, poste ou pas poste d'ailleurs, puisqu'on va le voir sur le slide d'après, mais on peut avoir du poste fixe qui est très bien pour du personnel de bureau, où là, je vais pouvoir additionner un casque sans fil, je vais pouvoir avoir des raccourcis sur mon poste, avoir le détail de mes renvois d'appels, de mes appels perdus, de mes appels émis, etc., puisque j'ai un grand écran. Et puis également, j'ai quelque chose de tactile que je peux toucher tout de suite. Ensuite, on va avoir les postes sans fil, donc du DECT classique, comme tout le monde le connaît, qu'on peut avoir chez soi, qu'on peut avoir au niveau de l'entreprise, qui par contre, lui, va être on va dire, défini par des bornes, donc attention au rayonnage, puisqu'aujourd'hui, le DECT dans par exemple, un bâtiment ou une usine de 3000 m², forcément, il va falloir plusieurs bornes, donc ça entraîne des coûts. Et puis ensuite, on a également les matériels de type pieuvre qu'on peut retrouver au sein d'une salle de réunion. Et quand je disais qu'on peut aller au-delà des postes, on a également aujourd'hui la téléphonie qu'on va voir juste après sur la partie PC fixe ou portable, et puis également smartphone. Donc les usages et les fonctionnalités, vous les avez devant vous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vient vraiment être convergent. On va avoir de la téléphonie, certes, on va avoir du chat, parce qu'entre collègues, on a tendance à s'envoyer des mails, mais quand on a le chat, on peut tout de suite voir si le collègue est disponible. On peut voir également s'il a lu mon message. Donc, une question de facilité, et ça évite de surcharger la personne en mail parce qu'on en reçoit de plus en plus. Voilà. Et puis, on a également la conférence. Donc, aujourd'hui, on est également amené à faire de plus en plus de conférences parce que télétravail, parce que Covid, parce que c'est aussi la solution de facilité et puis que ça marche très bien. Voilà. On a une question. Vous parvenez à vous intégrer ou remplacer des installations existantes type DECT? Je te laisse la parole là-dessus, Tanguy. Ouais. Tu veux que je prenne? Ouais. En fait, alors, par rapport aux infrastructures DECT, on va être capable, alors selon les différentes offres, effectivement, c'est ce que je pourrais ajouter, un IPv6 sera sans doute plus intéressant, plus approprié lorsqu'il y a beaucoup de DECT à gérer, même si aujourd'hui on commence à pouvoir déporter en fait le fameux IPv6 chez un opérateur, donc pour en faire en fait un Centrex. Mais selon le matériel, on commence à pouvoir soit ajouter des passerelles, ou alors ce qu'on va pouvoir être amené à faire, c'est remplacer un DECT par un poste Wi-Fi. Alors un poste Wi-Fi, c'est soit effectivement un poste téléphonique Wi-Fi, donc qui n'a qu'une fonction de téléphonie, mais les choses qui émergent aujourd'hui, c'est plutôt par exemple un smartphone durci qui va utiliser un réseau Wi-Fi qui souvent peut être existant dans l'entreprise. Alors il faut dans certains cas revoir le dimensionnement pour la couverture, puisque pour faire de la voix en Wi-Fi, il faut 3 fois plus de bornes que pour faire de la data en Wi-Fi. Et puis ensuite, il faut ajouter de la priorisation de flux pour que ça fonctionne bien. Mais c'est des solutions en fait alternatives à l'ancien DECT qui vont apporter plus de services et qui vont être plus souples et qui pourront typiquement fonctionner même à l'extérieur d'une zone
si j'ai du déplacement entre les différents sites, par exemple. Donc, c'est des choses qui, effectivement, peuvent être étudiées. Après, effectivement, selon l'existence, selon le matériel, on n'a pas forcément la possibilité tout le temps de reprendre ou de remplacer le matériel par une solution équivalente, mais on essaie toujours de s'en approcher en tout cas. Merci Tanguy, j'espère que ta réponse aura convenu. En tout cas, c'était détaillé et puis ça rejoint le reste. Les deux derniers points, convergence fixe-mobile et puis compatible avec le télétravail. Alors oui, tout à fait, puisqu'aujourd'hui, on est capable de téléphoner avec son mobile et de faire afficher le numéro de la société, c'est-à-dire le 02 de notre siège ou d'un autre site. Ça, les dirigeants sont très friands de cette option-là, puisque ça permet d'être dans la voiture ou autre et de pouvoir rappeler un client sans que le client ait notre numéro de téléphone portable. Alors, moi, en tant que commercial, j'aime qu'un client ait mon numéro de téléphone portable et qu'il m'appelle dessus, ça veut dire qu'il pense à moi. Mais il y a certaines personnes qui souhaitent pouvoir téléphoner sans que le client puisse rappeler directement sur leur poste. Donc ça va nous amener au télétravail également, c'est-à-dire que je suis chez moi, je travaille sur mon PC, je téléphone avec mon téléphone portable en faisant afficher le 02 de la société comme si j'étais sur place à l'entreprise, ou bien je le fais également via l'application de softphonie directement installée sur mon PC. Et là, je vais retrouver également dessus, tout comme sur le téléphone portable, mon annuaire d'entreprise, mes renvois d'appel, mes prises d'appel, etc., comme si j'avais mon poste physique et comme si j'étais au sein de l'établissement dans lequel je travaille. Donc là, on a une convergence totale. Aujourd'hui, on n'a plus de limite. Et ce qu'il faut, c'est vraiment s'adapter en fonction du profil de la personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas faire un projet de téléphonie avec 20 postes où on va mettre la moitié en poste fixe et la moitié en poste sans fil. On va vraiment étudier en fonction du profil de la personne. Je vais avoir du profil commercial, je vais avoir du profil technique, je vais avoir du profil bureau, sachant que même si vous vous trompez sur cette partie-là, il est possible également de revenir en arrière. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, une personne qui a un poste de bureau peut très bien additionner de la softphonie sur son PC ou totalement la remplacer à terme. Ça va nous amener au deuxième schéma qu'on a sur le slide suivant. Voilà, où on cherche effectivement aujourd'hui à ne plus louper d'appels, puisque une journée sans Internet, on peut éventuellement la qualifier et la quantifier. Par contre, un appel de perdu, ça peut être un business de perdu. Alors, un business de perdu, selon le profil et le type de société, ça peut être 10 €, mais ça peut être aussi 10 000 €. Sachant que ceux d'entre vous qui travaillent avec des particuliers, savent qu'aujourd'hui, quelqu'un qui appelle une fois, 2 fois, 3 fois, vous ne répondez pas, la personne va chercher ailleurs. On est tous de plus en plus exigeants. Donc, c'est pour ça qu'on vous apporte des outils de plus en plus performants. Donc, on revient sur les postes, où en haut, vous avez justement les postes fixes. Alors, les postes fixes aujourd'hui ont également une particularité. On parlait tout à l'heure de la solution donc IPBX, d'avoir la téléphonie chez soi. Sur les postes fixes, on a aussi la possibilité aujourd'hui de pouvoir se brancher sur n'importe quel accès Internet. C'est-à-dire qu'une personne qui travaille au bureau aujourd'hui, qui est pour une raison ou pour une autre immobilisée pendant 1 mois chez elle, elle peut prendre son poste téléphonique et le brancher sur sa box chez elle. Et encore une fois, être joignable comme si elle était à son bureau au sein de la société. On a également sur votre gauche le téléphone portable, donc de type endurci, ou alors de type dock, comme vous l'avez sur un DECT classique, qui va aujourd'hui avoir une carte SIM. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à 2 choses.
La première, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir des bornes comme sur un DECT classique. Donc, pour toute société qui va avoir des sites très larges ou des personnes qui doivent aller en extérieur, par exemple, on ne va pas être embêté par le réseau. Et deuxièmement, ces postes-là ont également la compatibilité avec le Wi-Fi, ce qui fait qu'on est desservi en Wi-Fi. J'utilise mon mobile avec de la Wi-Fi. L'accès Internet tombe en panne, je n'ai plus de Wi-Fi, je vais utiliser la 4G ou vice-versa. Donc, on a une double sécurité sur cette partie-ci. Ensuite, tout en bas, on va avoir la partie softphonie sur le téléphone mobile. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'appelle avec mon téléphone mobile, j'ai accès à l'annuaire d'entreprise et j'affiche le 02 depuis mon mobile. Voilà. Donc, j'ai rien de particulier à faire. Je veux appeler avec mon numéro de téléphone portable, j'appelle comme d'habitude, et puis je veux faire afficher le 02 ou avoir accès à l'annuaire d'entreprise ou au chat, j'utilise cette application-là, comme toute autre application, et puis elle peut rester ouverte d'emblée pour que quand vous ayez un message ou un appel, vous répondiez comme si c'était le réseau classique. Et puis ensuite, sur votre droite, la quatrième partie qui vient rejoindre celle qu'on vient d'exprimer, donc la softphonie directement sur le PC. Comme sur le téléphone portable, je vais avoir également la supervision pour pouvoir passer un appel, transférer un appel ou appeler un collègue sans le déranger. Et puis, j'ai accès également au chat. Voilà l'ensemble des technologies qu'on peut avoir aujourd'hui. On n'a plus vraiment de limites au sein des profils, puisque je ne vais pas vous dire qu'on peut changer à notre guise, mais au sein d'un contrat, j'ai besoin de modifier un profil parce que le collaborateur, lui, a évolué dans sa quête et puis dans son poste au sein de la société, eh bien, je peux le faire évoluer pareil. Tandis qu'un IPBX qui va être aujourd'hui chez soi, j'ai mon poste de bureau, je ne peux pas faire grand-chose. Voilà pour la partie téléphonie. Ok, alors sans transition, toujours sur cet axe téléphonie, toujours sur cet axe où j'arrive à desservir ce service de téléphonie sur plusieurs types de périphériques. Sachez qu'il est également possible aujourd'hui de pouvoir mixer la partie téléphonie et également la partie Microsoft Teams. Aujourd'hui, et on l'a vu notamment sur ces 15 derniers mois, Teams a pris de l'essor de même que Zoom, notamment sur le cas du télétravail. Alors, beaucoup se disent, pas de souci, télétravail, j'arrive pas à accéder à mon informatique, mais quid de cette partie téléphonie? Il n'a pas été prévu au Covid-19 que chacun chez soi puisse récupérer la téléphonie de manière nominale. Donc, est né, suite à cela, différents types de besoins, notamment le fait de pouvoir être beaucoup plus souple sur la partie téléphonie. Donc, Bastien a fait l'état de l'art sur les services dans son ensemble, sur comment je donne accès à la téléphonie au détour de différentes offres, au détour de différents périphériques. L'idée, c'est également de savoir que Microsoft vient pouvoir mixer cette fameuse téléphonie au travers d'un trunk site qui est fourni par VDCom ou autre. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir se dire, voilà, aujourd'hui, j'ai accès à ma téléphonie, j'ai du Microsoft Teams, que ce soit sur mon smartphone, ma tablette, mon PC ou également des postes fixes compatibles Teams. Et l'idée, c'est de pouvoir desservir ce service de téléphonie au travers de ce client-là. L'idée, c'est vraiment de pouvoir apporter une suite collaborative à cet axe téléphonique qui, on le voit bien, entre la partie mail, entre la partie message instantané, entre la partie visioconférence. Pour ceux qui sont Microsoftiens, entre guillemets, on est capable d'aller jusqu'à pousser ce service de téléphonie au travers très simplement de ce qu'on appelle un SBC. Alors, je ne veux pas dire que c'est l'équivalent d'un Autocom ou d'un IPBX, mais SBC, ça veut dire Session Board Controller, qui va venir en fait fédérer les accès TrumpSIP ou les accès cuivre que vous pouvez avoir. Donc, ça peut être une appliance physique, notamment lorsque vous avez du cuivre, mais ça peut être également des appliances virtuelles qui sont mises à disposition, soit hébergées directement chez vous ou en data center, qui vont vous permettre de pouvoir connecter notamment du SIP Trunk
et de pouvoir également se connecter à la partie Teams et donc faire le routage entre cette partie TrainSIP et cette partie Microsoft Teams. L'idée, tout simplement, c'est d'avoir des fonctionnalités qui peuvent être pleinement intégrées à votre stratégie Microsoft 365 pour pouvoir aller jusqu'à transférer des appels dans des salles de réunion, transférer des appels reçus sur un poste fixe directement sur un client Teams sur un smartphone à distance, voire même à l'étranger, et de bénéficier de toutes les améliorations type conferencing audio jusqu'à la traduction avec un interlocuteur anglais pour lequel vous allez pouvoir traduire ce qu'il dit en français en sous-titres. Donc, on est vraiment là pour apporter en fait technologiquement un surplus et aller beaucoup plus loin que sur de la téléphonie avec des offres de type solution collaborative. Je passe très rapidement dessus puisqu'on est un petit peu en retard sur le timing, puisqu'on a quand même été très précis, très détaillé sur le contenu de tout ça. Je vous encourage directement à poser vos questions dans la session questions-réponses ou bien dans la partie chat, si toutefois il y en a. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir. Allez-y, c'est le moment. Toujours pas? Une vingtaine de secondes. Alors, donc j'ai Mathilde qui demande je souhaite savoir si nous pouvons avoir le support. Donc, oui, on vous fera suivre à tous ceux qui sont inscrits, notamment sur Zoom, la partie présentation qui vous a été déroulée aujourd'hui. D'autres questions? Visiblement, non. Donc, vu qu'on a été extrêmement précis et extrêmement convaincant, donc, comme évoqué, on va vous faire suivre la présentation qui va bien. Gardez en tête que vous avez toutes nos coordonnées, notamment sur le premier slide de cette présentation, que ce soit mail ou téléphone. Donc, n'hésitez pas à nous questionner pour toute question complémentaire à tout ce que vous avez pu voir aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et puis également vous dire à bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis et à une prochaine.